Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans ce module de formation intitulé Core Tools. Et on va commencer ensemble avec la première partie AMDEC, analyse des modes de défaillance, de leur effet et criticité, ou bien encore une fois ce qu'on appelle en anglais le FMEA, Failure Mode Effect Analysis. Donc c'est une composante très importante et essentielle des Core Tools de l'automotive. Bon, donc si c'est la première fois, donc je vous invite à voir la première partie du cours d'AMDEC, AMDEC Part 1. Et par la suite, on va continuer dans ce cours-là, la deuxième partie de l'AMDEC. Donc la première partie, on avait un petit peu une introduction sur l'AMDEC, on a vu l'importance de la mise en place de l'AMDEC, on a vu aussi l'objectif de la formation et l'objectif et les gains de la mise en place de l'AMDEC au sein de l'entreprise. On a vu ensemble les différents types d'AMDEC, on a parlé de l'AMDEC machine, on a dit que ça concerne les équipements et les moyens de production. On a dit qu'on a aussi la AMDEC process, ça concerne les processus de fabrication et on le réalise durant le développement des processus de fabrication, ça reste toujours dans la production. Et on a parlé bien évidemment de l'AMDEC produit. On a vu ensemble les différentes étapes à suivre pour réaliser une étude AMDEC. Donc on a dit qu'on commence par une étude et définition de l'étude, on passe à la préparation, après on passe à l'analyse et l'évaluation des modes de défaillance. Et on s'est arrêté dans cette troisième partie qui est l'analyse des modes de défaillance. Pour analyser les modes de défaillance, on a dit qu'on a deux steps à faire. Okay, on a deux analyses à réaliser. On a commencé par la première analyse, c'est une analyse qualitative. Ça veut dire quoi une analyse qualitative? Ça veut dire on va faire un bilan de tous les modes de défaillance et après on va essayer de déterminer quels sont les effets de ces modes de défaillance. Bien. Et lorsqu'on va deviner les effets de ces modes de défaillance, et rappelez-vous toujours l'effet, on a dit que c'est chez un client, et après on va deviner, on va poser la question quelles sont les causes pour apparition de ce défaut, bien ce qu'on appelle encore une fois l'occurrence, détermination de l'occurrence. Et bien évidemment, si on détermine les causes de l'occurrence, on va poser la question quels sont les moyens de contrôle que nous disposons, parce que si jamais ce défaut est apparu, comment on peut le détecter ici en interne? On ne va pas laisser le client, le défaut passe chez le client, si on est par exemple dans les index process. Bien. Maintenant, on va voir un petit peu, on va passer à la deuxième partie de l'analyse et l'évaluation, et on va parler de l'analyse quantitative. Donc, on va essayer de quantifier ces modes de défaillance. Donc, cette étape, elle consiste à classer les défaillances selon la probabilité d'apparition, les risques de leur détection et la gravité de leur aide. Donc, supposons, s'il vous plaît, avec moi, qu'on a une défaillance. Donc, chaque défaillance, il a un effet. Okay, donc, s'il n'a pas d'effet, donc ce ne sera pas une défaillance. Il a un effet. On va lier à cet effet-là une gravité, ou bien ce qu'on appelle encore une fois une sévérité. On va donner un poids, ou bien on va donner une cause. Et après, on va passer, on va dire, ok, l'occurrence, ça c'est la cause d'apparition de défaut. On va poser la question suivante. Quelle est la fréquence d'apparition sur ce défaut-là? Quelle est la fréquence d'apparition? Parce qu'un défaut qui peut apparaître une fois pour chaque 10 pièces, c'est pas la même chose qu'un défaut qui peut apparaître une fois chaque 1 million de pièces. Et après, pour finir, on a parlé, ou bien on va voir tout ce qui concerne la non-détection. Quel est le risque, ou bien quelle est la probabilité de ne pas détecter ce défaut ici en interne. Si on va parler en deck process, quelle est la probabilité de ne pas détecter ce défaut ici en interne? Ok? Ou bien, quelle est notre chance de détection de ce défaut s'il va apparaître? Et on est en train de parler prévention. Bien. Alors, donc ici, on va définir trois composantes. On va définir dans les index qu'on appelle le D, d'accord, et le O et le G. Donc le D, il a une relation étroite avec la détection. Le O, il a une relation étroite avec l'occurrence. Et le G, il a une équation étroite avec la gravité, avec l'effet. Donc ça ne me pose pas de problème de répéter ça et pour encore une fois mettre le point sur qu'est-ce que ça veut dire la détection, qu'est-ce que ça veut dire l'occurrence, qu'est-ce que ça veut dire la gravité. Je commence par la gravité, parce que c'est la première des choses qu'on fait. La gravité, c'est le résultat de l'effet, ou bien c'est l'effet, encore une fois, d'un mode de défaillance. L'occurrence, c'est tout simplement, il faut répondre à la question pourquoi le problème a été créé. C'est la cause qui a engendré, qui a créé
le défaut. Et ça, c'est l'occurrence. Maintenant, puisqu'on est dans l'analyse quantitative, on va pas poser la question c'est quoi la cause, mais on va poser la question quelle est la fréquence d'apparition du mot de défaillance engendré par la cause, hein? Quelle est l'apparition, quelle est la fréquence d'apparition du mot de défaillance engendré par la cause. Et là, il y a beaucoup de gens qui mélangent entre deux choses. Elle passe à l'occurrence, il pose la question dans la partie occurrence, quelle est la fréquence d'apparition de mode de défaillance. Tout simplement. Parce qu'ici, on va parler le mode de défaillance engendré par la cause qu'on a définie dans l'occurrence. Parce que vous connaissez que pour chaque mode de défaillance, on peut avoir plusieurs occurrences, plusieurs causes possibles. Plusieurs causes, par exemple, un manque joint, ça peut avoir deux ou bien trois causes d'occurrence. Donc il y a des gens qui prennent le mode de défaillance, l'apparition du joint, ils disent, si par exemple j'aurai un manque joint une fois par 10 ans, une fois par 10 pièces, donc ils vont mettre dans l'occurrence une fois par 10. Alors que c'est faux. Normalement, ils doivent poser la question, quelle est l'apparition quelle est la fréquence d'apparition de la cause, de la cause de la défaillance et non pas de la défaillance. Quelle est l'apparition de la défaillance engendrée par cette cause, et non pas la défaillance en général. J'espère que j'ai bien compris, que j'ai bien expliqué cette partie-là. Quelle est la fréquence d'apparition de mode de défaillance engendré par cette cause? Parce qu'un mode de défaillance, ça peut être engendré par plusieurs causes. Ici, on est dans la cause 1, il faut qu'on pose la question, quelle est la fréquence d'apparition de ce mode de défaillance à cause de la cause numéro 1? Et non pas numéro 2, et non pas la somme des 3. Je vous dis ça parce que dans les index, généralement, lorsqu'on va calculer l'occurrence, les gens ils vont partir, ils vont voir un petit peu ce qui existe dans leur scrap. Ils vont trouver qu'ils ont, par exemple, un manque joint. Ils ont détecté 10 pièces manque joint avec une fréquence de 300 jusqu'à, par exemple, de 450 ppm. Elles vont dire, voilà, l'occurrence, ça reste toujours... je sais pas quoi, 2 ou bien 3 parce que c'est entre 300 et 1000 ppm. Et ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai parce que il faut poser la question, il faut chercher tout d'abord la cause. Quelle est la cause de ce mot conjoint? Et vous allez trouver qu'il y a bien évidemment différentes causes. Il faut mettre toutes ces causes-là. Et pour chaque cause, il faut poser la question, quelle est la fréquence d'apparition de mots de différence engendrés par cette cause-là? Ok? Ça, c'est clair. Et là, il y a beaucoup de gens qui se trompent. C'est pour cela, moi, j'insiste sur l'occurrence, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent et qui sont en train de mettre le poids ou bien de mettre la cotation du mode de défaillance, de la fréquence d'apparition du mode de défaillance, et non pas la fréquence d'apparition du mode de défaillance engendré, souligné, engendré par la cause. Bien. Et maintenant, pour la détection, c'est tout simplement la probabilité de la non-détection. Si jamais cette défaillance est là, quelle est notre chance de détecter cette probabilité si on interne avant qu'il soit chez le client? Donc, quelle est la probabilité? C'est la probabilité de la non-détection du mode de défaillance compte tenu des calculs des essais effectués auprès. Et la gravité, c'est quoi? La gravité, ou bien encore une fois, il y a des gens qui l'appellent sévérité, c'est pas un problème, c'est pas grave. La gravité, c'est l'effet. C'est l'effet retenu chez l'utilisateur. Toujours la gravité, pensez à l'utilisateur. Pensez à l'étape suivante. Pensez au client suivant. Pensez au client final. Donc on a vu ça en tête dans la partie occurrence, etc. Maintenant, on va poser la question très importante. Qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui n'est pas critique? Donc, généralement, lorsqu'on va faire l'AMDEC à la fin de la journée, on doit être capable de décider qu'est-ce qui est critique et qu'est-ce qui n'est pas critique. Donc maintenant, il y a des gens, si je vous pose la question, comment vous allez classer une défaillance qui est critique ou bien une défaillance qui est critique, il y a quelqu'un qui va me dire, moi je classe la défaillance selon les faits. Par exemple, pour moi, un défaut qui peut causer la mort du conducteur de la voiture, pour moi ça c'est très grave, ça c'est très critique. Et un défaut qui peut causer l'arrêt de la voiture, ça c'est un défaut qui est très critique et c'est critique et pour moi ça c'est la criticité. Je ne vais pas dire que c'est faux, mais c'est une partie de la réponse. Il y a quelqu'un d'autre qui va vous dire, qu'on va lui poser la question, c'est quoi par exemple, vous avez beaucoup de défaillances dans le site,
s'il te plaît, quelle est la défaillance que tu vas travailler, sur laquelle tu vas travailler aujourd'hui pour éliminer ces causes, etc. Ah, il va dire, moi je vais travailler sur cette défaillance. On va lui poser la question pourquoi. Pourquoi tu as choisi cette défaillance? Pourquoi tu trouves que cette défaillance est critique? Il va me dire parce que j'ai beaucoup de scrap aujourd'hui. Chaque jour, je mets à la poubelle 100 pièces. Encore une fois, c'est vrai, mais ce n'est pas la totalité de la réponse. Parce que oui, dans ce cas-là, il voit que la détection, il voit que, pardon, la criticité, c'est la fréquence d'apparition, c'est le nombre de défauts qu'il a dans le site. Donc il est en train de parler occurrence. Il y a quelqu'un d'autre, on va lui poser la question, vous avez des défauts dans ce processus-là, dites-nous s'il vous plaît, quels sont les défauts sur lesquels tu vas travailler aujourd'hui? Ou bien quels sont les défauts que tu trouves critiques? Elle va dire, moi je vais travailler sur ce défaut-là, parce que si jamais ce défaut-là sera crié, elle sera détectée chez le client. Moi, je n'ai pas les moyens pour le faire détecter, donc je vais travailler sur la détection de ce moyen-là pour mettre en place des actions, etc. Ça, c'est encore une fois, c'est vrai, mais ce n'est pas la totalité de la réponse. Parce que l'homogénéisation entre la détection et l'occurrence et la gravité, c'est elle qui va nous donner l'idée sur la criticité. Donc la criticité, ce n'est pas une fonction seulement de la gravité ou bien de l'occurrence ou bien de la détection, mais c'est une fonction de la détection, de l'occurrence et de la gravité ou bien ce qu'on appelle encore une fois la sévérité. Donc c'est la multiplication des trois. Ok? Donc criticité, il y a des gens qui appellent encore une fois dans les index le RPN. RPN, ce qu'on appelle, c'est le Risk Priority Number. Ou bien en français, il y a des gens qui l'appellent le IPR, indice de priorité de risque. Bon, ça ne pose pas de problème encore une fois. Appelez-le ce que vous voulez, mais il faut le bien calculer. Hein? Il faut s'en servir de cet indicateur, de cet indice qui est l'indice de criticité. Ben, maintenant, je vais vous poser la question suivante. Est-ce que la criticité est un indice suffisant pour déterminer un petit peu la criticité d'un mode de défaillance? Ok? La réponse est non. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Supposons par exemple qu'on est en train de fabriquer des câbles pour le airbag. On est en train de faire du câblage et ce câblage il est destiné à l'utilisation des airbags dans la voiture. Et pour ce câblage-là, on a un processus de sertissage et on a une défaillance de perdre la connexion. Soit un sertissage non conforme, ou bien un arrachement qui n'est pas bon, ou bien un rotor sertissage qui n'est pas bon. L'essentiel qu'on a une défaillance qui est la perte d'information. On peut perdre l'information de ce câble, ça veut dire qu'on peut avoir un mauvais sertissage. Ben, cette défaillance d'avoir un rotor sertissage non conforme sur ce câble sur ce câble d'airbag, il est un petit peu, ça peut apparaître une fois par mois ou bien une fois par an. D'accord? Vous avez dans votre site de production un contrôle visuel à 100% que vous réalisez. Ok? Manuel, vous testez à la main si par exemple la connexion tient ou tient pas à l'aide d'un opérateur. Je dis bien à l'aide d'un opérateur, c'est pas encore une fois quelque chose qui est automatique. Maintenant, si on veut faire le calcul de la criticité de ce mode de défaillance. Donc si jamais on va y avoir un câble non conforme, une perte de connexion de ce câble d'airbag, c'est quoi l'effet final? L'effet chez le client. Ben, l'effet chez le client, c'est la mort du conducteur. C'est un effet sécurité. La mort du conducteur. Le conducteur est là, il va y avoir un accident. Hop, le capteur de choc il va déclencher, il va envoyer l'information. Pas d'information sur l'unité de calcul. Pas de déclenchement d'airbag. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de connexion. Donc l'effet, c'est la mort du conducteur. L'effet, ou bien la mort du conducteur, il a une gravité de 10, parce que ça touche la sécurité. On est bien d'accord. Donc il a une gravité de 10. Maintenant, si on va partir, on va voir en détail, si on va partir sur le tableau de calcul de la cotation de l'occurrence, on va trouver que l'occurrence dans ce moment-là, il est à peu près de 2. Ok? Et pour la détection, elle est de 4. Donc 4 fois 2, c'est 8.
8 fois 10, c'est 80. Alors, donc on a un seuil, on a une criticité pour ce mode de défaillance, une criticité de 80. Bien. Supposons que notre seuil, qu'on a défini en interne, ou bien qu'on a défini avec le client, est égal à 100. Est égal à 100. Donc on a plusieurs défaillances dans le site de production, et parmi ces défaillances, il y a cette défaillance qui est le problème de airbag. Donc, si on va raisonner que indice de criticité, on va dire le problème de airbag, c'est pas très critique. Parce que nous avons un seuil de 100 et la valeur qu'on a, c'est 80. Donc c'est bon. Est-ce que vous voyez, ou bien est-ce que vous trouvez logique? Bien sûr, eh bien évidemment, c'est pas logique. Parce qu'on ne peut pas accepter que le défaut de sertissage sur le airbag soit apparaître. Parce que tout simplement, ça va conduire à la mort du conducteur. Donc on ne va pas tolérer un conducteur qui est mort parmi 100 000 conducteurs, parmi 100 000 conducteurs à vie. On va tolérer ça. Ok, pour nous, ça c'est pas grave. C'est toléré, donc selon notre AMDEC, un conducteur qui est mort parmi 100 000, c'est bien. Il y a un fournisseur de pneus, pour lui aussi, un conducteur sur 100 000 est mort, c'est pas grave. Un fournisseur des sièges, un fournisseur des moteurs, un fournisseur des plaques de frein, etc. Donc ça, c'est pas acceptable. La logique dit que c'est pas acceptable. Donc c'est pour cela, l'indice, il sera pas seulement l'indice de criticité seul. On va pas dire justement c'est l'indice de criticité qui est important, mais on va rajouter aussi que la gravité doit être inférieure à 8, ou bien si jamais la gravité est supérieure à 8, il faut que l'occurrence et la détection soient à 1. C'est le top du top qu'on peut faire. Maintenant, c'est aux personnes, par exemple, si on est dans l'embedded process, c'est aux personnes de recherche et développement d'agir et de voir comment minimiser cette gravité. Bien. Alors, maintenant, voilà. Donc ça, c'est un tableau. Un petit peu, c'est pas une bible, mais ça change d'un client à l'autre, d'un standard à l'autre, d'un site à l'autre. Bon, ça, c'est un exemple un petit peu sur les critères, ou bien sur la cotation de l'occurrence. Rappelez-vous toujours les types d'AMDEC qu'on a. On a les AMDEC process et on a les AMDEC produits et on a les AMDEC machines. Alors maintenant, on va voir un petit peu les AMDEC process et les AMDEC machines. Bah, pour les AMDEC process, donc la cotation allant de 1 jusqu'à 10. Et pour les AMDEC machines, la cotation allant de 1 jusqu'à 4. Okay, donc si on a par exemple 0 à 30 ppm, occurrence, hein, toujours occurrence, donc la fréquence d'apparition de mot de défaillance par rapport à une cause. Okay, si on est à 0 à 30 ppm, ppm c'est part par millième. Okay, donc on va mettre 1. Si on a une fréquence de 300 jusqu'à 1000, on va mettre 4. Si on est à 10 000 jusqu'à 30 000, on va mettre 7. Mais ça, c'est juste académique. C'est le client qui va vous donner ça. Si le client ne va pas vous donner ça, vous pouvez voir d'autres cotations. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est fixe. Maintenant, pour les AMDEC machines. Donc, si par exemple, je peux avoir une défaillance maximale une fois par an, donc je vais mettre 1. Une défaillance maximale chaque trimestre, 2. Une défaillance maximale par semaine, 3. Une défaillance par jour, ça c'est 4. Ça c'est grave. Ça c'est le plus grave. Ok, pour l'occurrence. Donc pour la détection, je n'ai pas préparé des points. Mais pour la gravité, ok. Donc pour la gravité, on a un petit peu la gravité, c'est l'effet ou bien c'est la sévérité. Pour l'AMDEC processus, et là allons de 1 jusqu'à 10. Et pour l'AMDEC produit, l'AMDEC machine, pardon, c'est de 1 jusqu'à 4. Alors, donc si par exemple, la défaillance, ce mot de défaillance, est là comme effet sans dégradation de performance, le client ne se rend pas compte. Donc le client n'est pas quelque chose qui est très grave pour lui, donc on va dire que c'est 1. Maintenant, le contraire, si par exemple, comme l'exemple qu'on a donné tout à l'heure de l'airbag, si l'effet de cette défaillance a pour causer un accident corporel du client ou blocage de l'opération suivante du processus, on peut mettre que la gravité c'est 10. Et ainsi de suite. Donc pour la maintenance, on va raisonner un petit peu temps d'intervention parce que on ne veut pas que les machines s'arrêtent
trou. Donc du coup, si l'arrêt d'intervention il est inférieur à 1 minute, donc on va dire c'est 1. Donc si l'arrêt d'intervention il a pris entre 1 minute et 20 minutes, on va dire c'est 2. Si l'arrêt va prendre entre 20 minutes et 60 minutes, on va dire 3. Et s'il va dépasser 1 heure d'arrêt, donc on va dire c'est 4. Et pour un certain nombre d'industries, 1 heure c'est très très énorme. Bien. Donc on a dit que l'indice de capacité, c'est quoi? C'est O fois T fois G. Donc indice de criticité, c'est l'occurrence fois la détection fois la gravité. Ok? Donc en standard lambda processus, donc maintenant une question qui se pose, pour lambda processus, c'est quoi la criticité maximale qu'on peut avoir? L'indice de criticité maximale. L'indice de criticité maximale, c'est tout simplement lorsqu'on va y avoir dans la gravité 10, dans l'occurrence 10, et dans la détection 10. Ça veut dire c'est 1000. Et pour lambda moyen ou bien lambda machine, on en a dit qu'il est coté de 1 jusqu'à 4, donc le maximum c'est avoir 4. Donc c'est 4 gravité fois 4, c'est 16. Occurrence, fois 4, c'est 64. Ok, donc le maximum, la criticité maximum. Maximale. Bien. Maintenant pour les seuils limites. Les seuils limites, laissez-moi vous dire s'il vous plaît, c'est pas une bible. Donc la majorité ou bien une bonne partie des entreprises, elles utilisent 100. D'accord, pour les AMDEC processus. Et elles utilisent 36 pour les AMDEC machines. Donc ça c'est un ancien exemple pour toujours PSA. Pour les autres, donc chaque entreprise, chaque client, il peut définir ses limites. Chaque client, il peut dire, voilà, ça c'est ma limite. Pour toutes les défaillances qui dépassent les 120, les 180, pour moi, il faut mettre en place des actions. Et le client, on doit respecter ce qu'il a dit, le client, parce que c'est une exigence. Bien. Maintenant, on va, toujours dans l'analyse quantitative, donc on va, rappelez-vous, on va lister les défaillances, on va déterminer les effets de chaque défaillance, on va déterminer les causes de chaque défaillance et on va déterminer les moyens de contrôle que nous disposons. Après, on va passer à l'analyse quantitative. Pour l'effet, on va contribuer une gravité, on va donner un poids. Pour l'occurrence, on va contribuer une occurrence, on va donner un poids. Et pour les moyens de contrôle, on va contribuer un facteur détection et on va donner un poids. Et après, on va calculer un ensemble des indices de criticité. Et comme ça, pour chaque défaillance, pour chaque mode de défaillance, pour chaque effet, on va y avoir des criticités, ok? Un tableau de criticité. Maintenant, on va poser la question. Quelle est l'étape à suivre? Donc l'étape à suivre, tout simplement, il faut faire un Pareto. Ou bien, on ne peut pas travailler sur toutes les défaillances. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas travailler sur les défaillances. On ne peut pas ouvrir comme ça et dire, voilà, on a 100 défaillances, on va résoudre les 100 défaillances aujourd'hui ou bien ce mois-là. C'est pas possible. Donc toujours, on va commencer par les défaillances qui sont les plus critiques. C'est pour cela il faut qu'on réalise tout d'abord une hiérarchisation, ou bien on utilise un Pareto, on va dire, voilà, ça c'est le seuil, et après, tous les parties qui sont plus supérieures au seuil, on va commencer par ces défaillances-là. Ok? Bien. Maintenant, ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, il faut, s'il vous plaît, retenir ça. Il faut retenir que le critère, c'est pas seulement la criticité. Ok? Il faut pas seulement la criticité, mais c'est aussi la gravité. Il faut que la gravité soit inférieure à 8. Et si jamais elle est supérieure à 8, il faut que l'occurrence et la détection égale à 1. Ça, je le dis et je le répète. S'il vous plaît, il ne faut pas se baser simplement sur la criticité. Il faut se baser sur l'indice de criticité et la gravité. Il faut voir la gravité. Si la gravité est inférieure à 8, ok, c'est bon, on va appliquer que la règle d'indice criticité. Si la gravité est supérieure à 8, maintenant, il faut que l'occurrence et la non-détection soient égales à 1. L'occurrence et la détection soient égales à 1. Rappelez-vous, s'il vous plaît, de cette règle. Bien. Maintenant, ici, on va voir quelques exemples pour les AMDEC produits pour réduire la note de la détection. Parce que notre objectif, à la fin de la journée, nous voulons réduire. Okay? Nous voulons réduire la criticité. Parce qu'on a dit que l'AMDEC, c'est un outil pour anticiper les défaillances, pour éliminer ou bien pour réduire le risque lié à ces défaillances. Et le risque lié à ces défaillances, on peut le quantifier par la criticité. Donc, généralement, lorsqu'on va, on va pas abaisser les bras, mais il faut qu'on va jusqu'au bout. On va pas dire voilà les défaillances qui sont critiques, on les connaît et on part. Non,
Maintenant, on connaît les défaillances qui sont critiques. Il faut qu'on mette en place un plan d'action. Il faut qu'on mette en place des actions, encore une fois, correctives ou bien et préventives. Là, une question qui s'impose à savoir, et là, je le dis, je le répète toujours dans mes interventions, quelle est la différence, encore une fois, entre action corrective et action préventive. Moi, je vais faciliter la chose. Je veux dire que action corrective, c'est les actions qui touchent l'occurrence, qui répondent à la question pourquoi le problème a été créé, et les actions préventives, ce sont les actions qui vont toucher la détection. Donc, ils n'ont pas dit les actions, s'il vous plaît, ici, remarquez qu'on n'a pas parlé des actions qui touchent la gravité, parce que la gravité, on ne peut pas jouer sur la gravité. Prenez ça, s'il vous plaît. Si vous êtes dans l'AMDEC produit, oui, vous pouvez parler avec le client pour mettre en place des choses dans la voiture parce que le projet n'est pas encore là pour réduire la gravité de ce défaut-là. Mais si jamais vous êtes dans l'AMDEC machine, ou bien si vous êtes dans l'AMDEC tuk-tuk processus, on ne touche pas la gravité. La gravité, c'est la gravité, c'est trop tard. Airbag, problème, connexion, c'est la mort du conducteur. Quelle que soit l'action que vous allez mettre dans votre site, l'effet, c'est toujours la mort du conducteur. Donc, s'il vous plaît, il ne faut pas se tromper là. On a vu des gens dans l'historique, il y a des gens qui prennent l'AMDEC, font la mise à jour, ils mettent en place des actions et on se retrouve qu'ils ont réduit la gravité. Mais comment? Mais comment, monsieur, vous avez réduit la gravité? On ne peut pas réduire la gravité. Vous êtes en train de parler à un AMDEC process. Tout ce que vous avez, c'est le process. Ben, réduire la gravité, c'est comme si vous avez fait des actions pour réduire l'effet chez le client. Et ça, c'est pas possible. Vous êtes dans le site de production. Donc, tout ce que vous pouvez réduire, tout ce que vous pouvez améliorer, c'est tout simplement l'occurrence et la non-détection. Donc, c'est pour cela, on va voir les exemples pour comment réduire le D et comment réduire le O. Réduire le D, par exemple, ici, pour un AMDEC produit. Donc, si on est dans la phase de conception, donc si on renforce la détection au niveau du processus de conception, dans ce moment-là, on va dire que, par exemple, on va y arriver à réduire la détection. Par exemple, parmi les actions, on peut rajouter des calculs par les éléments finis. On peut appliquer des calculs de la MSD, de la mécanique de solide formale, pour déterminer les contrastes maximales. Et par la suite, on se rend compte qu'on a détecté ce défaut avant qu'il soit chez le client. On peut utiliser les chaînes de compte, etc. On peut mettre en place des essais supplémentaires, comme ce qu'on fait dans l'automobile, les essais DVP, les Design Verification Process. On met en place des essais de vibration, des essais de vieillissement, okay, des essais de résistance, etc. pour vérifier la fiabilité du produit avant qu'il soit chez le client. Et ça, ce sont des actions qu'on met en place pour la détection, n'est-ce pas? Et après, on peut aussi mettre en place des actions genre utiliser le benchmarking par rapport à un autre concurrent, bien par rapport à un produit qui est similaire. Maintenant, pour le haut toujours dans les index par exemple produits ici. Donc le haut, l'objectif c'est améliorer la fiabilité de l'élément, bien du composant. Donc parmi les exemples, il y a les actions qu'on peut mettre en place. On peut changer l'élément, le composant, on peut changer de la matière, les formes, les dimensions, l'état de surface. Donc, supposons par exemple qu'on est en train de fabriquer un produit U-short ponte métallique et on a choisi par exemple d'utiliser des formes U, des barres avec forme U, et par la suite, lorsqu'on a fait le calcul des éléments finis, on s'est contenté que cette zone il est très critique et ça ne va pas tenir parce que le module de Young n'est pas bon, donc il faut changer de la matière. Bon, dans l'occurrence, il faut qu'on change la matière, mais on est toujours dans la phase de conception. Il faut qu'on change la forme. Si on va juger à partir du calcul physique des lois de la mécanique de solidité formable, on va juger que la forme U, ça marche pas, il faut qu'on change la forme en L, je sais pas quoi. Les dimensions, on est en train de parler on a fait la conception de l'arbre avec un arbre de 10. Donc lorsqu'on a fait le calcul, on a trouvé que l'arbre 10, ça va pas tenir, donc il faut augmenter la dimension, bien réduire la dimension. L'état de surface, on est en train d'étudier les risques liés à une défaillance d'un blocage, et après le blocage, on a vu que c'est à cause des frottements. Pourquoi? Parce que l'état de surface n'est pas bon, donc on était à une rugosité de 1.6, donc on va réduire la rugosité, etc. Donc l'essentiel, ce sont des actions qu'on peut mettre en place pour, il y a pas mal d'actions qu'on peut mettre en place pour réduire l'occurrence. Ben, pour la G,
pour la G, pour l'AMDEC Process, rappelez-vous toujours, c'est pas possible, d'accord? Mais pour l'AMDEC Produit, parfois c'est possible, ok? Parce que l'AMDEC Produit, ici, on peut jouer sur l'effet, d'accord? Donc ça veut dire on va rendre l'effet moins grave pour le client. On va essayer de mettre en place des choses pour rendre pour rendre la gravité, ou bien pour rendre l'effet beaucoup moins grave. Donc par exemple, pour le client final, donc, on peut mettre en cause les principes donc, de l'ensemble auquel apparaît l'élément. On peut par exemple travailler sur les pièces de secours embarquées. Donc on peut mettre par exemple dans la voiture des capteurs, des alarmes, des voyants qui vont informer le conducteur d'un problème ou d'autre par rapport à par rapport à ce mode de défaillance. Donc généralement c'est chez le client, mais personnellement j'aime pas ça, je vais pas rentrer dans les détails parce que le client c'est le client, ok. Donc la majorité des choses c'est défini par le client. Donc nous, ce qu'il faut, il faut qu'on se concentre sur ce que nous faisons, il faut qu'on se concentre sur notre métier, il faut qu'on travaille sur l'occurrence et sur la non-détection. Bon, bien. Donc le schéma de la réévaluation, rappelez-vous, on a dit qu'il faut réévaluer. Donc la première des choses, on va lister les criticités. On va trouver que la criticité est supérieure à un tel seuil. Par exemple, si on parle de 100, on va mettre en place des actions. Ok? Il ne faut pas mettre des actions et dire voilà, on a terminé. Non, on a mis en place des actions, mais il faut qu'on fait une réévaluation. D'accord? Donc, de combien on a gagné en termes d'occurrence, combien on a gagné en termes de détection et combien on a gagné en termes de gravité. Donc, c'est pour cela, mettre en place des actions. Euh, Tout d'abord, l'étape numéro 1, c'est avoir un seuil qui est supérieur à la limite. Très bien. Il faut qu'on mette en place des actions. On lance on lance un programme de résolution de problème. On met ce que vous voulez, des Ishikawa, des Seikukwa, ce que vous voulez. On met en place des actions. Et par rapport à ces actions-là, on va réévaluer le risque. On va dire, OK, on était à une détection de 4, maintenant on est à une détection de 1 parce qu'on a rajouté un peu quelqu'un qui va contrôler ça à 100%. Bien, l'occurrence, elle était à 7. Maintenant, on a rajouté des actions pour détromper à l'opérateur de faire l'erreur. Maintenant, maintenant on est à 4. Et par la suite, on calcule ce qu'on appelle la criticité résiduelle, qui est encore une fois le D', fois le O', fois le G'. Bien. Est-ce qu'on va s'arrêter là? Non, on ne va pas s'arrêter là, parce qu'on doit encore une fois contrôler avec le seuil. Maintenant, c'est le seuil, bien c'est la criticité résiduelle. La criticité résiduelle est toujours supérieure au seuil. Il faut qu'on cherche encore une fois à mettre en place des actions. Si la criticité elle est inférieure à 100, très bien. D'accord? On va passer à la gravité. Est-ce que la gravité elle est supérieure à 8 ou bien elle est inférieure à 8? S'il est inférieur à 8, on passe. S'il est supérieur à 8, on va poser la question. Est-ce que le D' et le O' est égal à 1? Ça doit être égal à 1. S'il est égal à 1, oui, il est égal à 1, donc on passe. On planifie les actions et on cherche à mettre en place les actions. Sinon, il faut qu'on revienne vers la mise en place des actions correctives. Parce que, rappelez-vous l'exemple de airbag, on n'accepte pas que un mode de défaillance avec une gravité qui dépasse à 8, mais qu'il a une occurrence et détection qui diffère de 1. Ça, c'est une règle. Si c'est bon, on va planifier les actions, on va mettre en place les actions et on va confirmer. Ok? Et lorsqu'on va confirmer, on doit réarchiser pour une deuxième fois pour voir combien on a gagné en termes de criticité. D'accord? Et par la suite, moi je vous invite à la fin, vous avez mis en place des actions, c'est très bien. Donc dans l'AMDEC, généralement il y a plusieurs modes de défaillance. Donc vous ne pouvez pas suivre chaque mode de défaillance seul. Donc il vaut mieux regrouper tout ça, regrouper toutes les actions que vous attendez des personnes dans un seul plan d'action et qui va vous permettre un petit peu de faire le suivi de la réalisation de ces actions et le suivi de la pertinence et l'efficacité des actions. Est-ce qu'ils sont mis en place? Non. Oui. Est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce que effectivement on arrive à réduire? Est-ce qu'effectivement on arrive à éliminer ce risque-là ou pas? Donc ça, on peut le mettre sous forme d'un plan d'action. Il y a plusieurs types de plans d'action. Chaque entreprise a son formulaire pour réaliser le plan d'action. D'accord. Alors, donc maintenant un principe. En principe, donc on répète. Donc, on vérifie tout d'abord le principe. Après, on confirme et on mesure ou on calcule l'indice de criticité et l'indice de criticité résiduelle. Si l'indice de criticité résiduelle, c'est bon, donc on accepte
et on met en place des actions. Si l'indice de criticité n'est pas bon, donc on va passer encore une fois à l'étape numéro 4, qui est la recherche des actions correctives, préventives, amélioration, ainsi de suite. D'accord? Donc là, c'est une conclusion. Donc une conclusion, comment ça se déroule l'AMDEC. D'accord? Donc l'étape numéro 1, qu'est-ce qu'on a dit dans l'étape numéro 1? C'est la définition de l'étude. Okay? On va définir l'étude, on va définir le sujet, l'objectif, les limites de notre contrôle, c'est quoi l'équipe de travail, et on va entrer avec un plan d'action. Après, on va préparer l'étude, on aura besoin de cahier de charges fonctionnels, les schémas fonctionnels, les plans de surveillance, rappelez-vous le SPC, tout ça, on va le regrouper. Et après, on va passer à l'étape numéro 3, on va dire, tiens, dans l'étape numéro 3, on va commencer par l'analyse quantitative. Il faut tout d'abord qu'on fait un bilan de tous les modes de défaillance avec leurs effets, leur occurrence et leurs moyens de contrôle. Bien. Après, on va passer à calculer le mode. On va passer à faire un calcul. De quoi? Un calcul quantitatif. De quoi? De la détection, de l'occurrence et de la criticité. Et tout ça, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner un indice de criticité. On va réaliser un diagramme de hiérarchisation. Vous pouvez utiliser des Pareto. Alors, si vous ne pouvez pas travailler sur tous les défauts, vous ne pouvez pas travailler sur tous les défauts. Donc après, vous réalisez une hiérarchisation de ces valeurs-là. Et si, par exemple, il y a des modes de défaillance qui ont une criticité supérieure à 4, vous passez à l'étape 4. L'étape 4, c'est là où on va mettre en place des actions correctives, calculer la criticité résiduelle, etc. Sinon, donc c'est bon, et on termine l'analyse. Ok, donc dans l'étape numéro 3, qui est l'analyse quantitative et l'analyse qualitative, donc on va proposer des nouvelles solutions. On va proposer de nouvelles solutions dans le cas où quoi? Dans le cas où le D est supérieur, dans le cas où la criticité est supérieure à seuil, ou bien la criticité est inférieure à seuil et la gravité est supérieure à 8 et D et O, ils diffèrent de 1. Ok? Donc on va réaliser quoi? On va réaliser une réévaluation. On va sortir avec D', O', G'. Rappelez-vous ce qu'on a vu dans l'étape numéro 4. Donc on va trouver quoi? La criticité résiduelle. Si la criticité résiduelle est supérieure à seuil, hop, il faut qu'on cherche encore une fois des actions. Il ne faut pas qu'on termine. Si la criticité résiduelle est inférieure, mais on a une gravité qui est supérieure à 8 avec une détection et occurrence qui sont toujours supérieures à 1, il faut qu'on cherche encore une fois. Pas qu'on s'arrête là. Il faut qu'on cherche encore une fois à améliorer jusqu'à ce qu'on atteint le 1. Sinon, si on a une criticité qui est inférieure au seuil et on a une gravité qui est supérieure à 8 avec une détection et une occurrence qui est égale à 1, on va passer à la mise en place des actions. Bien, on va refaire le calcul de tout ce qui est résiduel, on va refaire la hiérarchisation des actions et on va dire ok, c'est bon, voilà les actions, on est d'accord avec ces actions, il faut qu'on les mette en place, il faut qu'on dresse un plan d'action, ok. On vérifie tout d'abord les actions, est-ce qu'ils sont mis en place ou pas, est-ce qu'ils sont conformes ou c'est pas conforme, et on confirme. Si on confirme, c'est bon, on diffuse le dossier de l'AMDEC et on ferme l'analyse, sinon, on revient vers l'étape numéro 4. Il faut qu'on redéfinisse les actions, il faut qu'on lance un processus de résolution de problème, et ainsi de suite. Alors, donc ça, globalement, c'est ce que nous avons pour les AMDEC. Ok? Donc, j'espère que j'ai bien expliqué cette partie, surtout cette partie-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, que ce soit sur la vidéo ou bien contactez-moi sur mon Gmail, razzo.karim@gmail.com. Et on se voit. Et si vous avez besoin, par exemple, d'un support, ça vous pouvez le trouver sur Google. Et on se voit dans le deuxième module de formation intitulé Core Tools IPQP, Advanced Products Quality Planning. Merci beaucoup pour votre attention. Et pour nous encourager de plus, je vous sollicite de bien s'abonner à notre chaîne et de partager le maximum. Merci beaucoup.